Et du coup, maintenant, on va écouter Stéphane de l'équipe de Technistop qui nous vient de Mulhouse, si je dis pas de bêtises, qui va nous parler de robots et de MakerFight, qui est rendu à sa combienième édition, hein, à la 5e édition. Ça marche. Yeah. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus un samedi matin. C'est pas facile, je compatis. Donc, nous, on est alsaciens, donc on dit Technischtube, parce que en alsacien, la Stube, c'est la pièce principale de la maison, et donc Technischtube, c'est là où il faut être si on veut faire des choses techniques. Donc, on va vous parler d'un des projets qu'on a mis en place chez nous. C'est parti un vendredi soir un petit peu alcoolisé, où l'un d'entre nous a lâché une phrase du genre, je suis pas forcément très fidèle sur la restitution, mais une phrase du genre « Eh, si on faisait des combats de robots ?» Et comme on est dans un Fab Lab où on fait des trucs, il y en a un autre qui a eu l'outrecuidance de répondre « Chiche ». Et c'est parti comme ça en 2000, je sais pas combien, c'était il y a 4 ans. Donc en 2019, ce sera la 5e édition. Et je vais vous parler un petit peu de ça. Donc j'ai mis très peu de texte et plein de photos. Et voilà. Donc ça, c'était juste pour mettre un petit peu d'ordre dans le bazar qu'il y avait dans ma tête quand je me suis dit, il faut que je fasse une présentation. Mais on ne va pas parler du tout de la partie technique des robots. Enfin, si vous voulez en parler après, ce midi, ce soir ou demain, pas de souci. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est de ce que ça peut amener pour les Fab Labs de participer à MakerFight. Parce que, alors, je vais prendre mon anti-sèche que j'ai autour du cou. Alors, aujourd'hui, ce week-end, on parle de lier structuré. Et ben, je vais vous montrer comment MakerFight, justement, permet de lier et structurer un réseau de Fab Labs avec des machines et du public, pour le coup. Donc voilà, je vais principalement parler de ce côté-là de la carte mentale qui est affichée. On partagera les diapos pour ceux qui veulent plus tard, il n'y a pas de souci. Donc la première chose, c'est que c'est vraiment un événement à double détente, c'est-à-dire que il y a l'aspect lié à ce qui se fait en amont pour participer à MakerFight, donc de l'activité dans les labs, tout ça, je vais y revenir. Et puis après, il y a l'aspect du jour J avec les visiteurs, sachant que, en fait, MakerFight, c'est un prétexte ludique pour faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut motiver des jeunes ou moins jeunes à s'initier à la programmation, si on leur dit alors vous prenez vos ordinateurs, vous lancez l'IDE Arduino et on va commencer à coder. Moi, mon gamin de 6 ans, il me regarde avec des grands yeux ronds, il me dit « Je peux pas aller jouer à la Wii plutôt ?» Par contre, si je lui dis « Avec la manette de Wii, tu vas contrôler un robot », là, il est vachement plus réceptif d'un coup. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ça comme un prétexte ludique et de dire « Oui, d'accord, les combats de robots, c'est… bon. » Ça fait une mais c'est pas une fin en soi. Ça, je veux dire, qu'on soit tout de suite d'accord là-dessus. C'est pas ce qui nous fait kiffer dans la vie en général de mettre des robots dans une boîte et de les faire se taper dessus. Mais par contre, on a bien compris l'intérêt du prétexte ludique de la chose pour amener vers un certain nombre d'autres choses. Parce que, par exemple, si on se place du point de vue des labs, donc si je m'adresse là au Fab Manager, proposer à des gens dans un lab de faire un robot pour MakerFight, ça génère beaucoup d'activités. En tout cas, ça peut générer beaucoup d'activités parce que on va dire à des membres du Fab Lab,
bah, il faut un petit peu d'Arduino, il faut faire un peu d'assemblage, peut-être imprimer des trucs en 3D, peut-être souder des éléments de structure de robots, etc. Donc, on peut être amené à faire des formations, à faire des ateliers, à faire des hackathons, enfin, on peut imaginer énormément de choses. Et donc, vraiment générer de l'activité dans les labs pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Après, l'autre élément, c'est qu'on va faire, et du coup, notamment pour un public qui pourrait être étudiant, par exemple, c'est très facile d'expliquer à un étudiant qui va pouvoir valoriser ça sur son CV. Parce que, au-delà à nouveau de l'aspect ludique, hein, faire un robot pour MakerFight, MakerFight c'est le 6 avril 2019, c'est dans 6 mois, à peu près, un peu moins. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va vouloir faire un robot pour la prochaine édition, il a une deadline, il va falloir qu'il gère du matériel, il va falloir qu'il gère un projet, il va falloir qu'il gère ses propres compétences, qu'il s'adresse à d'autres personnes du Fab Lab pour les compétences que lui-même n'a pas. Donc, travailler en équipe, travailler en projet avec une deadline et un objectif technique, à savoir un robot qui, à minima, va être capable de bouger. Ce qui, alors ça c'est une autre partie du débat, mais ce qui n'est pas si inaccessible qu'il peut paraître au grand public. Souvent, quand on dit à quelqu'un, bah, venez fabriquer un robot, les gens disent, ah non, mais fabriquer un robot c'est compliqué. Pas tant que ça, surtout si on a de l'aide dans un Fab Lab, parce que on a des exemples de gens, par exemple, on avait un prothésiste médical chez nous qui fréquentait le Fab Lab, qui nous a dit, moi, faire des prothèses de jambes, faire des prothèses de mains, des choses comme ça, des trucs purement mécaniques, je sais faire. L'électronique, j'y connais rien, concrètement. Je sais mettre les piles dans la télécommande de ma télé. Il a dit, c'est ma compétence en électronique. Mais on lui a dit, oui, mais il y en a d'autres. Si on leur met les mains sur autre chose qu'un clavier, ils sont perdus. Mettez-vous ensemble. Ils ont fait un robot. Alors certes, il n'a pas gagné MakerFight, mais ils ont fait un robot qui était capable de bouger, qui fonctionnait avec des moteurs de fauteuil roulant, etc. Et on était vraiment dans le cas. On avait quelqu'un qui nous a dit, moi, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais au final, il y avait une deadline et il avait un robot le jour J. Donc, et des exemples comme ça, on en a plusieurs. On a aussi des gens, des papas qui ont utilisé ça pour bricoler avec leurs gamins. Parce que quand il dit au gamin, viens, on va réparer le chauffe-eau, le gamin, il dit, j'ai d'autres choses à faire. Et quand il lui dit, viens, on va fabriquer un robot, bah, pareil, un peu plus réceptif. Donc ça, c'est pour l'aspect valorisation, faire ensemble. Après, comme je disais, il y a vraiment le travail en équipe. On a dans toutes les équipes qu'on a eues jusqu'à présent, donc là, ce sera la 5e édition. Donc, bon, la première, on était entre nous, il y avait 3 robots et c'était pas ouvert au public, c'était entre nous. Mais dès la 2e édition, on avait une dizaine de robots, un peu plus, qui commençaient à venir de différents endroits. C'est rare qu'on ait des équipes où ils sont juste un. En général, ils se mettent à plusieurs, donc ils travaillent ensemble. C'est du travail en équipe, c'est de la mise en commun de compétences. Typiquement, hein, sur les équipes, on a ceux qui maîtrisent plutôt l'assemblage, la mécanique, ce genre de choses, et puis ceux qui maîtrisent plus l'électronique, l'informatique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de faire causer ensemble ces gens-là. Après, voilà, on parle de lier, de structurer. Bah, c'est un endroit où, bah, par exemple, l'année dernière, cette photo elle a été prise à MakerFight l'an passé. Sur la photo, là, il y a une dizaine de Fab Labs représentés. Alors, plutôt de l'Est de la France, mais pas uniquement. Jusqu'à présent, on a eu des robots qui venaient de Paris, de Marseille, de Grenoble, de Besançon, Nancy sont venus plusieurs fois aussi, etc. Voilà, Annecy, on a eu, enfin bref, c'est quand même un peu plus l'Est, mais on est ouvert à plus. On a failli avoir un Fab Lab suisse l'année dernière, mais finalement, ça ne s'est pas fait. On aurait bien aimé éclater des Suisses, mais on n'a pas pu. Donc voilà, en termes de structuration, et c'est aussi un truc, on a construit de très bonnes relations avec les labs qui sont venus justement, parce que, à nouveau, hein, pour parler de lier et de structurer, les labs qui sont venus, on est resté en contact, on les voit régulièrement, on se consulte les uns les autres quand on a des problèmes à régler dans nos labs, etc. On échange des pratiques, etc. Et finalement, c'est en termes de choses structurantes,
c'est quelque chose qui a amené ça. Alors ensuite, un autre point que nous, on veut vraiment utiliser à travers, faire à travers MakerFight aussi, c'est démystifier les technologies, dans le sens où, à nouveau, hein, beaucoup de gens disent mais faire un robot, c'est compliqué. Et puis faire un robot qui va taper sur un autre robot, bon, moi je suis pacifiste, machin, je fais oui, enfin bon, ton robot, si tu veux le convertir en une tondeuse après, si tu as compris que pour faire tourner une masse d'armes pour un autre robot, tu peux aussi faire tourner une lame de tondeuse, ça devient vachement plus sympa de tondre sa pelouse depuis sa terrasse sur une chaise longue. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça ouvre vers des tas d'autres choses et que, voilà, on a trouvé ce prétexte ludique-là, il y en a des tas d'autres. Enfin, il y a des initiatives comme Sonic Pi, par exemple, où le gars qui a lancé ça, c'est un mec d'Oxford ou Cambridge, je sais plus, il s'était dit, bon, faire coder des enfants, si je leur dis lancer Emacs et on va faire du Python, voilà, c'est pas comme ça qu'on va les motiver. Par contre, si on leur dit on va faire de la musique, là, tout de suite, on peut arriver à faire des choses. Et le gars, il a construit un truc, Sonic Pi, ça s'appelle, où il a dit, voilà, construire un programme, construire un morceau de musique, ça fonctionne un peu de la même façon. Et bon, voilà, lui, il a pris ce biais-là. Nous, on a pris le biais ludique des combats de robots. Je suis persuadé qu'il y en a des tas d'autres. Nous, on a celui-là. Et dernier point pour ce qui est de l'événement aussi, c'est de créer des vocations. C'est-à-dire que là aussi, ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien quand on parle avec nos partenaires locaux, le comité d'agglo et compagnie, c'est quand on va leur dire potentiellement des enfants qui seraient venus là et qui auraient dit la robotique ça a l'air sympa et qui du coup vont se tourner vers des cursus d'ingénieurs, des techniciens dans la technique, l'ingénierie, la robotique, ce qu'ils veulent. Potentiellement, c'est des ingénieurs de demain et locaux, puisqu'ils sont là. Donc c'est aussi intéressant du point de vue du bassin d'emploi, on va dire, de dire que voilà, on va déclencher des vocations pour l'Alsace de demain, soyons fous. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est pas juste une parole en l'air pour plaire à des politiques et qui vont nous aider. Non, j'ai des anecdotes très particulières. On avait, comme on commence à être un petit peu connu par rapport aux histoires de combats de robots, etc., on était notamment intervenu à Vivatech l'année dernière. Et à la fin de l'événement, j'ai senti qu'on me tirait le t-shirt comme ça sur le côté, puis je me tourne, je vois personne, je baisse la tête, il y avait quelqu'un, pas grand, à peu près 5-6 ans, un gamin, et là il me dit faire quoi comme école pour faire ça? Et donc sa mère derrière, elle était avec le calepin, je vous écoute, il faut faire quoi? Donc bon, alors comme c'était à Paris, je l'ai envoyé vers Saint-Plon, vers Codev, vers tous ces trucs-là, mais je sais pas s'il y allait aller réellement, mais on est vraiment dans le truc où voilà, il y a évidemment un gamin de 6 ans, ça lui parle pas encore la programmation, etc. Mais on a déclenché le truc qui dit ça il trouve ça cool, et du coup lui amener les choses nécessaires pour arriver là. Ça va pas lui paraître comme un truc abstrait, ou dire mais pourquoi est-ce que le maître d'école il veut que j'apprenne à coder quoi. Là lui il s'est dit oui mais comme ça tu pourras faire le robot. Ah d'accord. Et donc voilà, le déclenchement de vocation, c'est pas juste pour faire joli sur une slide, ça fonctionne réellement. Après, si on passe sur le jour J, parce que donc jusqu'à présent c'était vraiment tout ce qui est en amont, hein, c'est quand on va dire aux gens faites un robot, faites-vous aider dans les Fab Labs, etc. Donc ça, tout ça c'est la partie amont. Après il y a la partie le jour J. C'est un tournoi de robot, hein, c'est ce qui fait venir du monde. Hein. Ça fait 2 ans qu'on a à peu près 1500 personnes sur une seule journée. Donc, pour une ville de la taille de Mulhouse, c'est tout à fait appréciable. On a diversifié un peu le truc dans le sens où, toujours dans l'idée du prétexte ludique, c'est qu'une fois qu'on a fait venir ce public qui est venu pour les combats de robots, une fois qu'il est là, on va en profiter pour lui montrer tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire qu'à côté de ça, en parallèle de MakerFight, où il y a une arène qui fait 4 mètres par 4 mètres avec des combats de robots, en parallèle de ça,
on va avoir des stands avec de l'impression 3D, de l'initiation au codage, de l'initiation à la fabrication de ceci ou de cela, de la fabrication de pièces moulées en plastique avec quelqu'un qui venait d'ici, de Nancy, de la fabrication de lampes, de l'initiation à la programmation en Python, en robots, différents types de robots, des Timio, différentes choses, enfin, des choses que au petit débrouillard, à Canopé, etc., on connaît bien. Bah, tous ces gens-là, on les fait venir et on leur dit, voilà, si vous voulez avoir un stand à Maker Fight, l'idée, c'est un petit peu comme une sorte de mini Maker Faire. Hein. Et l'idée, c'est de dire, on veut que les visiteurs, à minima, voient quelque chose, voient une démonstration. S'ils peuvent essayer, faire quelque chose, fabriquer quelque chose, c'est encore mieux. Mais la dernière chose qu'on veut voir sur le stand, c'est un petit panneau, ne pas toucher. Ça, c'est interdit. On ne veut pas. Donc, c'est très clair, on a déjà eu des gens qui disaient « Ah, bah, je veux venir présenter tel truc », mais en gros, si c'est pour venir mettre 2 kakémonos et un laptop qui fait tourner une vidéo, non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut que les gens puissent toucher, puissent jouer avec, puissent regarder comment ça fonctionne, demander comment ça fonctionne, s'intéresser au truc, éventuellement faire des démonstrations. On a eu des tas d'ateliers de toutes sortes, de programmation avec Scratch, de Timio. On avait fait aussi des petites courses de drones. Alors pour ce qui est des drones, il y a 2 problématiques souvent. C'est que la première, c'est que les gens qui fabriquent des drones n'aiment pas les prêter. Parce que apprendre à faire voler un drone, c'est pas facile. Et en général, quand on le prête à quelqu'un, le mur le plus proche est une menace réelle. Et forcément, le gars qui a passé beaucoup de temps à le construire n'aime pas qu'on lui emmène son drone dans un mur. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour que les gamins ou les joueurs puissent mettre leur casque de réalité virtuelle sans risquer de mettre le drone du copain dans le mur, on a pris la caméra FPV qui est normalement sur les drones qui volent et on l'a mis sur un drone qui roule. Et d'un seul coup, on leur a dit, bah, vas-y, faites des courses. Et là, bon, bah, la petite voiture, si on la met dans un mur, c'est pas grave, on la retourne et elle repart. Donc, du coup, au lieu de regarder des drones qui volent et de les regarder, bah, les gens peuvent piloter eux-mêmes. C'est toujours la même idée de dire, venez faire quelque chose. Donc ça, c'est pour le petit visuel. J'ai oublié de faire tourner les slides, mais... Et le dernier aspect, c'est les challenges do it yourself. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à grossir un petit peu, on a commencé à mettre des petits challenges autour de Maker Fight. Et voilà, je vais donc dans les 3 diapos qui viennent, donc c'est un petit peu les enjeux. Donc c'est vraiment la journée s'articule vraiment autour de ces 3 choses-là. Donc il y a le tournoi de robots d'un côté, le festival Maker, enfin c'est pas à côté, c'est en même temps, et les challenges do it yourself en même temps. Donc bah, vous pouvez voir là, j'ai mis quelques photos. On s'amuse bien quand même pour les tournois de robots. Vous voyez la photo en haut à droite. C'est le réglage fin d'un robot au marteau entre 2 manches. Voilà, on voit pas assez souvent que tous les aspects créatifs qu'il peut y avoir derrière, notamment en termes de réparation à la va-vite entre 2 tours, parce que typiquement entre 2 combats, on a à peu près une petite heure pour les participants. Bon, quand on s'est fait sévèrement dézinguer le robot par un robot plus fort, plus gros, plus ça, et qu'il faut être prêt pour le prochain combat dans 1 heure, il faut réparer dans l'heure. Ça amène des choses en termes de bricolage qui peuvent être assez intéressantes. Donc ça, c'est pour la partie tournoi de robots. Après, la partie Festival Maker, bon voilà, j'ai mis quelques photos, j'en ai déjà parlé. Hein. Il y a des gens, comme la machinerie à Amiens, qui étaient venus montrer leur robot dessinateur. C'est la photo qui est au milieu là. On avait divers partenaires aussi, comme Laurent Merlin ou d'autres qui étaient venus faire un stand aussi. Voilà, donc on est ouvert à toute proposition hein, venant des Fab Labs pour venir montrer ce que vous faites, hein, clairement. Et le dernier point, qui est quelque chose qu'on va pousser un petit peu plus, hein, c'est les challenges do it yourself. On a un membre du Fab Lab chez nous, Eric Hubert, qui a monté une structure qui s'appelle Kids Lab, qui est de la vulgarisation scientifique et technique pour les enfants. Et je pense qu'avec le nom, vous avez compris. Il avait fait quelque chose l'année dernière, nous c'est toujours au mois d'avril, hein, c'est le premier samedi des vacances de la zone B. C'est toujours ça. Et donc depuis la rentrée des vacances de Noël, depuis début janvier, il prenait des équipes de gamins qui s'étaient inscrites auparavant,
Et ils avaient un challenge, ils avaient appelé ça Crush the Flag, où les gamins devaient programmer un robot Lego, un petit robot élisté, pour sortir d'une espèce de labyrinthe, suivre une ligne, etc., et venir appuyer sur un bouton pour faire tomber le drapeau adversaire dans une espèce de fosse qui détruisait le drapeau, de façon figurative évidemment. Donc c'était pour des gamins entre 9 et 12 ans, si ma mémoire est bonne. Et ils avaient quand même 14 équipes, c'est quelque chose qui avait beaucoup plu. Alors pour la petite histoire, l'équipe qui a gagné, c'est une équipe de 2 filles de 11 ans. Donc la robotique n'est pas réservée aux garçons boutonneux, loin de là. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire sur Maker Fight. Alors je vais anticiper un tout petit peu sur la question de Loïc, parce qu'il a posé une très bonne question tout à l'heure à Fernand, de savoir pourquoi je suis venu vous parler de ça. Alors il y a une réponse triviale, c'est venez à la prochaine édition. Donc mais venez avec un robot parce que on est sincèrement convaincu que ça a vraiment un double avantage, à savoir générer de l'activité dans vos labs à vous. Parce que monter une équipe pour ça, ça génère de l'activité, ça peut générer des formations, des ateliers, etc. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste, c'est important. Et puis après, venez vous marrer avec nous. Ça va être ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'il y a des questions, je mets une vidéo derrière. Petite vidéo. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que la vidéo fonctionne? Ils sont automatiques ou ils sont télécommandés ou ils sont autonomes les robots? Alors, ils sont pilotés, mais rien n'interdit de mettre plus ou moins d'intelligence dans le robot, parce qu'on observe, ça se voit des fois d'ailleurs sur les vidéos, que si tout est piloté, les pilotes s'embrouillent un petit peu en général, genre si le robot se fait tourner ou machin, ils commencent à galérer avec leur télécommande, à se dire bon... Alors, mais rien n'interdit, je sais pas, moi, de mettre un capteur infrarouge ou une ultrason devant et de dire que le déclenchement de l'arme, il se fait quand la distance est adéquate. Il n'y a pas de... Alors, le match, il peut finir de plusieurs façons. Soit par abandon d'un des participants, soit parce qu'il veut abandonner, soit parce que son robot ne répond plus. Soit parce que le temps est arrivé... C'est en 2 manches gagnantes, les manches font typiquement 90 secondes. Si le combat arrive, enfin la manche arrive à terme, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend 3 arbitres dans le public, et un peu comme à la boxe, ils décident quel est le robot qui, selon eux, a été le plus convaincant. Et donc, comme on en prend 3, il y a forcément une majorité entre les 3. Et ça se fait en 2 manches gagnantes. Après, le principe aussi de la télécommande, juste pour revenir sur le principe de la télécommande, le principe est de faire venir des gens qui ne seraient pas venus dans un Fab Lab et qui ne seraient pas venus dans ce genre de manifestation. Et c'est beaucoup plus facile de faire un robot télécommandé que de faire un robot piloté, même si c'est super intéressant. Là, on est beaucoup plus sur des gens déjà convaincus et plus sur le jus de crâne, alors que nous, on fait venir les gens par le côté fun pour ensuite les intéresser au mouvement. Je ne suis pas bien sûr de savoir faire un robot. Qu'est-ce que vous proposez? On va bientôt publier un tuto parce que c'est pas moi qui lui ai demandé de poser cette question, je précise. Alors, on a beaucoup de robots qu'on a pour Maker qui fonctionnent à base d'Arduino. C'est pas une obligation, il y en a qui ont hacké des hoverboards, donc vraiment tout est ouvert. Mais la façon la plus simple, c'est de se baser sur des briques élémentaires qu'on connaît bien dans les Fab Labs, le type Arduino, etc. Typiquement, nous, pour une base, on va dire une base roulante, on préconise l'achat de perceuses premier prix chez une grande marque de bricolage qui finit par dépôt. Ils ont des perceuses premier prix à 12 ou 13 euros. C'est bien parce qu'on a une batterie, on a un connecteur de batterie et on a un moteur.
on jette tout le reste. Et avec 2 moteurs, on a une base roulante. Et avec Arduino, on peut dire que quand on met le joystick vers l'avant, il faut faire tourner les 2 moteurs dans le sens contraire, puisque comme ils sont tête bêche, ça les fait avancer dans le même sens. Puis dans l'autre sens, ils reculent. Et puis si on va de l'autre côté, les moteurs sont rotatifs et on tourne d'un côté ou de l'autre. Donc, puis après, on peut utiliser des relais ou ce genre de choses pour des armes tout ou rien ou un autre pont H pour une arme analogique. On a développé un shield Arduino pour ça. Donc, dans les semaines à venir, on publiera un tuto pour ça. Donc, normalement, même si vous n'êtes pas très à l'aise par rapport à tout ça, vous devrez pouvoir suivre un tuto. Alors, on ne vous ira pas jusqu'à dire quelle arme il faut utiliser, ça, on le laisse en exercice sur un format consacré. Mais avec le tuto, il y aura une base roulante sur laquelle vous aurez vu comment connecter des moteurs avec des ponts H pour le déplacement du robot. Et il y a un 3e connecteur pour un 3e pont H pour ce que vous voudrez y mettre. Oui, Patrice Fabien de chez Lens-sur-Saône, c'est juste pour faire un petit retour d'expérience par rapport. C'est pas loin, il faut le dire. Oui, c'est un retour d'expérience par rapport à justement des combats de robots qu'on a organisés pour la première fois en Saône-et-Loire, entre Mâcon et Chalon-sur-Saône. On est logicé et nous on est parti sur des robots sourds, des mini-robots sourds. Donc c'est moins violent. Et il y a une dizaine de personnes qui ont participé à l'atelier. Effectivement, tout le monde s'est pris au jeu, ils ont fabriqué leur circuit imprimé, ils ont moulé leur roue dans la résine souple, ils ont fait de l'impression 3D, etc. Cette année, du coup, on a relancé cet atelier, alors on espère qu'il y a du monde, donc on est partant aussi pour ce genre de choses, même si on n'est pas très dans la violence à Chalon. Alors, pour l'aspect violent, d'abord, c'est une critique, entre guillemets, qu'on a beaucoup entendu, vous vous doutez bien. Je dirais que c'est pas tellement plus violent qu'un combat de boxe où on a 2 êtres humains qui se tapent dessus, c'est pas très différent. Sauf que là, on peut réparer un être humain, ça se fait pas entre 2 manches en général. Et surtout, on présente toujours la chose sous l'aspect ludique. On est d'accord sur le fait que des robots, ce n'est pas une fin en soi, clairement. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui font des robots, qui ont fait des robots pour les ont réutilisés pour autre chose. Parce que une fois quand au départ on disait ah non, mais faire un robot c'est compliqué, mais qu'on a la carotte ludique qui fait qu'on va se lancer, une fois qu'on a fait ça, on sait faire un truc qui va se déplacer sur commande. J'ai pris l'exemple de la tondeuse tout à l'heure, mais quelqu'un qui veut mettre, comme disait Thierry, un petit peu plus de jus de crâne, il peut faire son robot Roomba lui-même pour son salon s'il veut. Ce qui est passionnant là-dedans, c'est la porte que ça ouvre. Après, comme je disais, on fait des challenges do it yourself à côté parce que justement, on veut bien on veut surtout même que les visiteurs se rendent compte que effectivement, c'est pas une fin en soi et il y a X, Y, Z choses qu'on peut faire à côté à partir de la même base. Et alors les Simobots, on avait pensé à en faire en même temps à côté, mais pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Oui, on est ouvert. Si vous voulez venir amener c'est un doyo, on dit, je crois. Si vous voulez venir l'amener ce jour-là, oui, c'est un doyo, c'est ça. Vous êtes plus que bienvenus. Voilà, il y a une dizaine de personnes, il y avait à peu près 50 visiteurs qui sont loin des audiences que vous avez à Mulhouse, mais c'était aussi très intéressant parce qu'il y avait à la fois de l'intergénérationnel, des retraités, des collégiens, un public mixte et très varié. Donc à chaque fois, on apprend beaucoup de ce genre de démarche. Il y avait une question derrière. J'ai pas bien compris les limites du robot. Genre si je veux mettre 2 magnétrons devant pour trier la personne. Non, c'est moralement discutable. Je pense qu'on a décidé, c'est pour ça. Je vais rebondir sur ta question. Est-ce qu'il y a un règlement, du coup, un peu comme la Coupe de France de robotique? Mais voilà. Ah, ok. Liquide. Ah, non. Du coup, moi, là-dessus, je suis plus riche. Alors, j'avais super dit. Voilà. Oui, mais on les a eus avant vous. Certaines. Bon, alors, déjà, la première chose, c'est que tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. On encourage quand même, si vous avez un doute, en vous disant, oh non, quand même, ce serait peut-être
contactez-nous. Parce que quand même, on a mis un truc dans le règlement, il est en PDF sur makerfight.fr. On a quand même marqué en gros en rouge au début, on se réserve le droit d'interdire quelque chose si on trouve que c'est vraiment trop borderline. Parce qu'il y a du public et que on ne veut pas que les enfants meurent. Donc après, pour ce qui est du règlement, donc c'est 20 kg maximum. Il n'y a pas de restriction de taille, si ce n'est qu'il faut qu'ils puissent rentrer dans l'arène. L'arène fait à peu près 4 mètres par 4 mètres. Et la porte, c'est un demi-panneau, donc quand elle s'ouvre, il faut grosso modo que ça passe dans 1,50 m, quoi, par 2 mètres de haut. Si ça passe ça, c'est bon. Parce qu'on a quelqu'un de Grenoble qui voulait nous faire un robot en carton une année. Donc, il avait 20 kg en carton, c'est peu gros. Hein. Donc, il nous avait sérieusement posé la question de la taille maximum. On en avait une au tout début, je regarde les 2 premiers Makerfight, on avait une limitation en taille, je sais plus, de 75 cm dans la plus grande dimension, je crois. Et en fait, ça ne sert à rien, donc on l'a enlevé. Donc maintenant, c'est la seule contrainte, c'est le poids, c'est 20 kg maxi. Alors, on a une tolérance de 100 grammes sur notre balance le jour J. Donc, on a des photos de gens qui ont pesé, ça fait 20,2 et qu'on meulait un bout de scié de 100 grammes pour qu'à la pesée, ça passe. Donc, voilà. Après, donc, pas d'explosifs, pas de flammes. Voilà, c'est pareil, c'est parce qu'il y a du public. Hein. Pas de liquide, pas de brouillage des communications du robot adversaire. Du mec aussi. Ah oui, rien de vivant. Parce qu'on s'était dit, il y a bien quelqu'un qui va mettre une dizaine de souris blanches sur son robot pour pas qu'on lui tape dessus. Et puis après, on s'était dit, bon, à la rigueur, on va le laisser faire, comme ça, il ne pourra pas se faire taper dessus. Puis après, on s'est dit, oh, mais il y aura bien quelqu'un pour taper quand même. Donc, non. Donc, ouais, on a mis quelques garde-fous. Les plus près de la bouche. Pardon. Votre format est très localisé sur un territoire aujourd'hui. Est-ce que vous envisagez une itinérance de ce format à l'instar des Maker Faire pour répondre à travers la France ou dans d'autres lieux? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et on n'a pas beaucoup de sous. Donc, si vous payez le transport de l'arène, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle d'un Fab Lab associatif, on l'a déjà emmené à plusieurs endroits. On l'a amené sur une Maker Faire Paris l'an dernier. Alors c'était de la démonstration, on n'avait pas fait de tournoi à proprement parler, mais on nous demande régulièrement. Mais c'est logistiquement relativement compliqué. Après, on l'a déjà fait, on peut le refaire. Je voulais revenir sur ta réponse précédente sur le règlement. Il faut bien comprendre par rapport à d'autres concours de robots, mais vous m'arrêterez si je disais en ligne. C'est pas comme les Robocup Junior ou ce genre de choses, on comptabilise des points, c'est hyper strict et tout. Là, il y a clairement un aspect fun, il y a un aspect aussi public qui est important. Hein, le public intervient plusieurs moments dans le choix du gagnant quelque part. Et je sais pas si vous avez vu les vidéos aussi, mais il y a des enfants en fait qui font tomber des masses sur le robot et tout. Ça joue beaucoup sur le final ou pas d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, faut le prendre plus comme du fun et pas forcément se dire je vais pousser le règlement, je vais faire le top du top. Il y a vraiment le côté fun. Ouais. Alors ça rend un peu plus aléatoire certaines victoires, effectivement. Alors évidemment, si vous venez pour absolument gagner le premier lot pour le gagnant, c'est pas évident. Alors le premier lot, jusqu'à présent, on a offert des impressions 3D, des imprimantes 3D, pardon. Donc chaque année, on arrive à trouver encore un sponsor qui nous en paye une pour qu'on l'offre aux gagnants. Alors l'an passé, les prix, c'était pour le premier une imprimante 3D, pour le second un scanner 3D, et pour le troisième, c'était une station de reprise de soudage de bonne qualité. Tout ça ayant été fourni par RS. Donc, merci RS. Donc voilà. Et pour revenir un tout petit peu sur le commentaire de Luc, alors effectivement, si vous regardez le règlement, pour ce qui concerne l'arène, on a marqué qu'elle fait à peu près 4 mètres par 4 mètres, que la surface est à peu près plane et que on se réserve le droit d'agrémenter l'arène comme bon nous semble, avec des pièges plus ou moins élaborés, plus ou moins complexes. Et le parti qu'on a pris jusqu'à présent, c'est des pièges analogiques actionnés par des enfants.
Donc typiquement, ce qu'il y avait l'an passé, il y avait une masse avec une poulie qui était sur un des coins de l'arène, une corde, une poulie, une masse. On donnait la corde à un gamin au début de la manche, et puis l'avantage c'est que si c'est un capteur qui dit quand il y a un robot qui passe en dessous, tu tapes, à chaque fois qu'un robot passe, il tape. Sauf si on a mis un petit peu d'intelligence ou d'aléatoire dans le programme, mais là, c'est le gamin, s'il aime bien le robot qui passe, il n'est pas obligé de lâcher la corde. Donc ça aussi, ça ajoute de l'incertitude, on va dire. Et donc on a prévu d'augmenter le nombre d'agréments pour l'arène. Est-ce que les robots doivent être documentés et partagés après, peut-être qu'après le concours, par exemple? Alors avant, ils ne veulent pas, clairement, parce qu'ils veulent pas. On s'est rendu compte que les gens avant ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas dévoiler leur stratégie. Il n'y a pas de catégorie, ceux qui tapent. Alors j'ai un avis sur ces trucs-là, mais il y a certaines stratégies plus efficaces que d'autres, mais je vais pas développer plus que ça. Alors, on a essayé d'encourager à publier les plans et on n'a pas été très suivi jusqu'à présent. Alors nous, on va publier le nôtre de tuto. Il faut savoir que sur une vingtaine de robots qui sont engagés avec un flight, typiquement, il y en a une bonne grosse moitié qui fonctionne sur une base extrêmement similaire. Donc, il y a beaucoup des robots qui sont engagés avec un flight qui fonctionnent avec leur Arduino. C'est bon pour la question, tu n'as pas laissé indifférent les robots. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut, c'est susciter des vocations et générer de l'activité. J'ai bien compris, hein, j'ai mon anti-sèche lié structuré. Super, merci beaucoup, peut-être venir encore. Et donc, si on a des questions à te poser pour le live, on peut contacter. Makerfight.fr, il y a tout ce qu'il faut dessus. On est sur donc il y a le site, il y a une adresse, un formulaire de contact, une adresse email, les réseaux sociaux. Sur makerfight.fr. Voilà. Merci Stéphane. Merci. Et du coup, maintenant, c'est l'heure du dernier talk de ce matin avec Emmanuel Gios qui va nous parler d'OpenBadge.